Bon, on va pas se mentir, ça a beau être l'été, quand on développe son activité, on a du mal à décrocher totalement. Je sais pas vous, mais moi c'est comme si mon cerveau fonctionnait en back-office, j'ai toujours une idée qui me trotte dans la tête. Ce que je remarque, c'est que c'est souvent l'été que je prends les plus grosses décisions pour ma boîte. Et si ça marche comme ça pour moi, je me dis que c'est la même chose pour vous. Alors pour vous filer un petit coup de main, je me suis dit que j'allais vous apporter une dose d'inspiration entre deux ploufs dans la piscine. Du coup, je vous ai créé une playlist d'épisodes personnalisés en fonction de où vous en êtes dans votre boîte. En gros, vous répondez à juste 4 questions, c'est-à-dire littéralement 20 secondes, et je vous envoie une playlist sur Spotify à écouter les pieds dans le sable et un Virgin Mojito à la main. Je vous laisse répondre au quiz sur lepodcastdumarketing.com/playlist et on se retrouve pour vos épisodes personnalisés. Vous écoutez le podcast du marketing, épisode 244. On dira ce qu'on voudra, la création de contenu est devenue une activité à part entière du marketing. Je ne sais pas si c'est une matière étudiée en école de commerce, mais si ce n'est pas le cas, ça devrait, parce que créer du contenu, c'est quasi inévitable pour toutes les marques, qu'elles soient B2B, B2C, qu'elles soient niche ou mass market, créer du contenu permet d'exister sur Internet. Sauf que créer du contenu, c'est pas toujours simple. On l'a toutes et tous déjà vécu, le syndrome de la page blanche qui nous bloque. Impossible d'écrire quoi que ce soit, de quoi je pourrais bien parler, de toute façon, ça n'intéressera personne, et puis ça n'a pas de sens, et puis j'y arriverai pas, blablabla. Je suis sûre que vous voyez de quoi je veux parler. Le problème, c'est que ce syndrome de la page blanche nous fait perdre beaucoup de temps et que, de toute façon, faudra bien un moment ou un autre qu'on le crée, ce contenu. Donc aujourd'hui, je vous propose qu'on regarde le syndrome de la page blanche droit dans les yeux et qu'on l'envoie aux oubliettes parce que oui, il y a plein de choses à mettre en place pour ne pas se laisser bloquer face à nos idées. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est que ce syndrome de la page blanche? Je suis allée faire des recherches, figurez-vous qu'il a un nom scientifique, ce syndrome. Il s'appelle, attention, tenez-vous bien, la leucocélophobie. Leucos pour blanche, célida pour page et phobos pour peur. Leucocélophobie, le syndrome de la page blanche. Bon alors une fois qu'on a dit ça, on n'est pas plus avancé, on voit bien ce que c'est le fait de devoir écrire, de devoir proposer du contenu, de devoir créer du contenu, et puis de ne pas réussir à démarrer, de se retrouver face à cette fameuse page blanche, on n'a rien écrit, on n'a rien du tout, et on n'arrive pas à commencer. C'est vrai que commencer, c'est souvent le plus dur. Une fois qu'on rentre dans la dynamique, finalement, c'est bien souvent beaucoup plus facile. Alors évidemment, c'est pas forcément devant une page avec un stylo, ça peut être devant votre ordinateur, peu importe, mais il n'empêche que commencer à créer du contenu, parfois, c'est compliqué. Alors pourquoi est-ce que c'est compliqué? On peut se poser la question. Bien souvent, c'est vraiment une histoire psychologique. Ça peut être dû à du stress, de façon générale. Vous êtes stressé et donc vous n'arrivez pas à vous concentrer, vous poser, vous détendre pour laisser place à la créativité, à la réflexion. Ça peut aussi être une histoire de confiance en soi, bien souvent d'ailleurs. Oh là là, tout ce que j'écris c'est nul, de toute façon personne ne s'intéressera à ce que j'ai à raconter, etc., etc. Là, c'est clairement une histoire de vision de vous-même envers vous-même, c'est confiance en soi. Un autre élément qui peut déclencher ce syndrome de la page blanche, c'est un peu l'inverse de la confiance en soi, quoique, c'est de vouloir trop bien faire, d'être très exigeant avec soi-même. Ça donne quoi? Ça donne qu'on a peur de décevoir. Donc on a peur de faire, donc on a peur de démarrer la création. C'est un peu toujours la même histoire, c'est beaucoup de liens de jugement envers son propre travail. Et tout ça, ça nous bloque. Cet effet de jugement envers notre propre travail, d'ailleurs, il peut être de nous-mêmes envers nous-mêmes, mais il peut être aussi des autres envers nous-mêmes. Si on nous met la pression en nous disant « faut absolument que tu écrives ce bouquin, tu dois le donner à ton éditeur dans une semaine ». Bon, évidemment, si on n'a pas commencé, ça va nous mettre un petit peu la pression d'écrire un bouquin en une semaine. Je donne ça comme exemple, mais vous voyez ce que je veux dire. Si les gens nous disent « il faut absolument que tu le fasses », ça devient nécessairement plus difficile. Donc, c'est tous ces éléments-là, tous ces éléments de stress intérieur et extérieur qu'il va falloir réussir à dégager selon différentes techniques dont on va parler aujourd'hui pour pouvoir enfin commencer à écrire, parce que c'est vraiment le fait de commencer qui va finalement débloquer les choses.
Bon alors d'abord, si on se retrouve coincé face à cette fameuse page blanche, la première des choses à faire à mon avis, sauf si on a vraiment un gros problème, psychologique d'ordre du stress ou de choses comme ça, hein, mais si on est juste coincé parce qu'on n'arrive pas à trouver des idées, sur lesquelles travailler, il va falloir aller chercher de l'inspiration ailleurs, aller regarder ce que d'autres ont déjà fait. Attention, ça ne veut en aucun cas dire copier ce qui a été fait par d'autres, mais la création vient toujours d'une création précédente. La création s'appuie, quel que soit le type de création d'ailleurs, la création s'appuie toujours sur une création, souvent plusieurs créations, qui ont été faites précédemment. C'est un système d'itération, hein, on rebondit sur des choses qui ont déjà été faites pour créer du neuf. Donc, inspirez-vous de ce qui a déjà été fait. Un bon moyen de le faire, c'est de s'inscrire à des newsletters intéressantes bien sûr, hein, ça va sans dire, mais s'inscrire à des newsletters, ça permet d'avoir en continu un flot de nouvelles idées, de nouveaux points de vue, de nouvelles façons de présenter les choses qui vient à vous et qui vous fait réfléchir. Donc déjà, s'inscrire sur des newsletters. Deuxième lieu de création de contenu incontournable, évidemment les réseaux sociaux. Allez vous promener sur les réseaux sociaux un quart d'heure. Vous savez que je ne suis pas une énorme fan des réseaux sociaux, ou en tout cas, je dis toujours attention à ne pas perdre son temps sur les réseaux sociaux. C'est pour ça que je dis, peut-être mettez-vous un timer un quart d'heure, une demi-heure, enfin ce qui vous plaît, peu importe, hein. Allez sur les réseaux sociaux, mais allez-y avec intention. Dites-vous, tiens, quels sont les posts, quels sont les éléments qui ont attiré mon attention et pourquoi? Qu'est-ce qui fait réagir les gens? Qu'est-ce qui me fait réagir moi? Quels semblent être les sujets d'intérêt en ce moment pour mon audience? Ou pour une audience connexe d'ailleurs, pourquoi pas? On peut aussi aller travailler à élargir son audience. Donc ça, c'est très intéressant d'aller sur les réseaux sociaux avec intention et de noter, surtout de noter immédiatement, les idées de contenu à développer, hein, bien sûr, qui vous viennent. Si vous ne les notez pas immédiatement, il y a 9 chances sur 10, si ce n'est pas 10 sur 10, 9 chances sur 10 que dans 10 minutes, vous l'ayez oublié. C'est sûr. Vous allez peut-être vous dire « Ah, j'avais eu une super idée », mais impossible à retrouver. Ça m'arrive ultra souvent, ça m'énerve, c'est pour ça que je le dis. Donc, allez sur ces réseaux sociaux avec une intention et de quoi noter les idées que vous allez trouver. Vous allez voir, c'est une mine d'or. D'autres personnes vers qui se tourner, j'ai envie de vous dire votre audience actuelle et pourquoi pas vos clients d'ailleurs. Euh, Si vous avez une audience, si vous avez des gens avec qui vous travaillez, il y a de fortes chances pour que, eh bien, régulièrement, des questions viennent à vous. Des questions de votre audience qui vous écoute, qui vous suit sur les réseaux sociaux, qui lit votre blog, qui écoute votre podcast, enfin que sais-je, ou des questions de vos clients qui utilisent vos produits, qui se posent des questions sur l'environnement dans lequel, eh bien, vous évoluez. Ces questions-là, c'est de l'or. Ces questions-là, c'est une base formidable pour de la création de contenu parce que ce sont les réponses que les gens autour de vous veulent avoir. Donc, donnez aux personnes qui vous écoutent ce qu'elles attendent. Et puis, allez, une quatrième façon de faire, eh ben, c'est de demander à votre communauté, de leur demander activement, de leur dire, eh ben voilà, bon, j'ai une très vague idée de sujet, quels seraient les thèmes que vous souhaiteriez voir abordés? Quelles sont les questions que vous vous posez sur ce sujet? Quelles sont les problématiques que vous rencontrez sur ce sujet? Je vous donne un exemple qui date pas plus tard que la semaine dernière. J'ai fait un podcast sur le podcast. Voilà, c'est original. Bon, après 5 ans à faire le podcast du marketing, je me suis dit que ça pouvait être intéressant de faire un petit peu un retour d'expérience. Et en enregistrant, ça s'est vraiment passé comme ça, hein, en enregistrant l'épisode, je me dis, mais finalement, en fait, j'ai plein de choses à dire. Je ne m'en rends pas compte parce que je ne l'avais pas vraiment documenté, verbalisé. Enfin voilà, je ne fais pas le podcast pour cette raison-là. Mais c'est vrai qu'en en parlant, j'ai réalisé qu'il y a énormément de connaissances sur le podcasting que j'ai développé en 5 ans d'activité hebdomadaire. Donc, en enregistrant cet épisode, je me suis dit, mais mince, il y a peut-être quelque chose à faire pour aller plus loin et peut-être qu'il y aurait des gens qui souhaiteraient être accompagnés de façon plus directe, peut-être en one-one ou en tout petit groupe, enfin, j'en sais rien, mais qui souhaiteraient avoir voilà, des éléments beaucoup plus concrets, spécifiques, personnalisés sur le podcast. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai envoyé dans ma newsletter qui parlait de cet épisode de podcast une petite question à la fin en leur disant si vous êtes intéressé par en savoir plus sur le podcast, comment on crée un podcast, etc., répondez à cet email et dites-moi
ce que vous souhaiteriez voir aborder. Quels sont les thèmes que vous souhaiteriez voir aborder dans les 2 heures? J'avais au minimum 15 thèmes, si c'est pas plus, qui étaient arrivés dans mon inbox directement de personnes qui sont intéressées, qui m'écoutent déjà, qui me suivent déjà, donc qui ont les mêmes questions certainement que beaucoup d'autres personnes qui n'auront pas répondu mais qui font partie de mon audience. Extrêmement intéressant de demander directement, tout simplement aux gens, ce qu'ils veulent avoir. Bon, ça, c'est l'inspiration. L'inspiration, on peut la trouver partout. Là, je vous ai donné 4 exemples, mais vraiment, regardez autour de vous, ouvrez-vous finalement à ce qui se passe autour de vous, chez vos clients, chez vos concurrents, je ne sais pas s'il faut appeler ça des concurrents, chez vos partenaires, euh, chez les gens qui vous suivent, chez les gens qui aimeraient peut-être vous suivre, chez les gens que vous souhaiteriez avoir dans votre audience. Ouvrez-vous à tout ça, regardez ce qui est fait et inspirez-vous de toutes ces questions, de tous ces thèmes qui sont traités. Il y a de quoi faire. Bon, une fois qu'on s'est inspiré des gens qui sont autour de nous, on peut peut-être regarder ce qu'on a déjà fait nous-mêmes. Ben oui, parce qu'on a probablement déjà proposé du contenu et on peut le recycler. Alors, j'en parle souvent du fait de recycler son contenu. C'est véritablement une formidable source de nouvelles créations de contenu. Ça ne veut pas dire nécessairement prendre un contenu et le republier tel quel. Vous pouvez le réutiliser, c'est-à-dire prendre un contenu qui a fonctionné et puis le travailler sous un nouvel angle. Ou alors approfondir un point particulier de ce contenu et créer quelque chose de beaucoup plus précis. Réutiliser ce que vous avez déjà fait et qui a fonctionné, intéressé. Dites-vous bien que les gens, de façon générale, tout le monde, ne peuvent pas intégrer une information si elle l'entend une seule fois. Tout le monde, le cerveau humain, a besoin d'entendre, de comprendre, de lire, de voir, d'expérimenter plusieurs fois une chose pour l'intégrer pleinement. Donc n'ayez pas peur de la redite. En revanche, dites-le différemment. Dites-le sous différents angles. C'est ça aussi l'expertise, c'est d'être capable de dire les choses de différentes façons, avec différents points de vue, dans différents contextes, ou alors avec une précision plus ou moins forte, rentrer dans le détail, ou au contraire, prenez une vision plus macro d'un sujet. C'est extrêmement intéressant pour l'audience, ça va lui permettre d'intégrer bien mieux votre propos. Autre technique qui va nous aider à ne pas se retrouver coincé avec ce syndrome de la page blanche, c'est d'être organisé. C'est d'avoir ce que j'appelle une liste de formats. En fait, c'est des formats que vous utilisez régulièrement. Ça ne veut pas dire que vous avez un template et que vous rentrez vraiment dans les cases. C'est pas tant ça. C'est un type de contenu. On a toutes et tous des contenus qu'on affectionne plus particulièrement. Typiquement, ça peut être un contenu informatif. Ça peut être un contenu comparatif. Vous prenez 2 éléments et vous allez les comparer. Moi, dans mon cas, récemment, ça fait quelques mois maintenant, de temps en temps, pas souvent d'ailleurs, mais de temps en temps, je fais un résumé de livres. C'est un peu quelque chose qui revient, j'en ai fait 3 ou 4. On peut faire un tuto, par exemple. On peut faire une revue de presse, une interview. Il y a vraiment plein de types de formats qu'il faut identifier dans ce qu'on produit déjà. Et le fait de les identifier, ça va vraiment nous aider à proposer quelque chose sous différents formats. Une même idée va être proposée différemment si elle est présentée sous forme d'une revue de presse, sous forme d'une interview, sous forme d'un tuto, sous forme d'un résumé de livre, d'un comparatif ou d'un contenu informatif. Je viens de tous vous les reprendre. On peut travailler une même idée sous différents formats. C'est extrêmement important à avoir en tête, à formaliser et à aller presque remplir un tableau en disant attention, j'ai travaillé ce sujet-là, sous quel format est-ce que je l'ai proposé? Quel format je peux faire en plus? Et alors, si vous voulez un outil pour vous aider à trouver différents angles pour travailler à un même thème, vous pouvez aller regarder, c'est un outil gratuit qui s'appelle Answer Socrate. Answer, comme répondre en anglais, Socrate, comme le philosophe. Answer Socrate, vous allez aller tapez sur Google Answer Socrate, vous allez aller sur le site et vous rentrez un sujet. Je vous donne un exemple, j'ai rentré le sujet podcast. C'est quand même extrêmement vaste, podcast. En fait, Answer Socrate, qu'est-ce qu'il va faire? Vous lui donner un thème et il va aller vous dire quelles sont les requêtes que les utilisateurs font sur Google. Ultra intéressant. Donc, j'ai rentré podcast. Qu'est-ce que me dit, je le lis devant vous, qu'est-ce que me dit Answer Socrate? Il me dit, les gens ont demandé quelle est la signification du mot podcast.
Quel est le principe d'un podcast? Comment ça fonctionne un podcast? Pourquoi est-ce qu'on dit podcast? Là, j'ai déjà 4 angles très, très différents. Mais il va plus loin que ça. Il va aller chercher sous différentes constructions de requêtes. Donc, par exemple, des questions. Alors, il y a les questions en comment. Comment podcaster? Devrais-je avoir un podcast? Est-ce que les podcasts sont gratuits? Quel est le meilleur des podcasts? Je ne vais pas toutes vous les faire, hein. Je regarde là, nous avons 90 questions proposées. Vous avez la version avec les prépositions, vous avez la version avec les comparaisons. C'est immense et c'est extrêmement intéressant parce que ça peut véritablement vous donner le bon angle pour un nouvel article, un nouveau post sur LinkedIn, sur, je sais pas, Instagram ou peu importe. Hein. Mais ça peut donner énormément d'angles pour à peu près n'importe quel sujet. C'est extrêmement utile. Answer Socrate. Bon, là, je vous ai donné des techniques pour aller de l'avant. Vous savez que j'aime bien l'action, j'aime bien qu'on fasse des choses. N'empêche que je vous ai dit en intro que ce syndrome de la page blanche, c'est quand même bien souvent un blocage plutôt psychologique. Donc, on a des obstacles psychologiques qui peuvent être faciles à dégommer ou moins faciles à dégommer. Donc, peut-être qu'on peut aller regarder les choses non pas du côté de l'action, mais plus du côté de la psychologie. Pour voir comment est-ce qu'on peut mettre ce syndrome de la page blanche de côté. On l'a dit, ce syndrome de la page blanche, ça peut être une peur. La peur de décevoir, la peur de pas bien faire, la peur de pas être à la hauteur, etc. Une bonne façon de dépasser la peur de faire quelque chose, c'est de ne pas regarder la peur, mais de regarder l'envie. C'est-à-dire que si vous avez peur d'écrire, a priori, si vous avez décidé d'écrire, c'est qu'à un moment donné, vous avez eu envie d'écrire. En fait, c'est de se reposer la question du pourquoi, ce fameux pourquoi. Pourquoi est-ce que je fais ça? Pourquoi est-ce que je crée du contenu? Ah, c'est intéressant. Peut-être que ça fait peur, mais en fait, j'avais décidé de créer du contenu parce que il y a plein de raisons. Parce que je pense que ça va me permettre d'apprendre des choses. Parce que je pense que ça va me permettre de partager mes connaissances. Parce que ça va faire avancer telle ou telle personne. Parce que. Donc, allez chercher la raison pour laquelle initialement, avant d'avoir peur, avant de commencer à écrire, pour quelle raison avez-vous décidé de créer du contenu? C'est votre pourquoi et ça va nécessairement vous aider. C'est plus facile de regarder l'envie que de regarder la peur. Après, on a dit c'est aussi une question souvent de stress, d'anxiété. Bon, une bonne façon en tout cas d'amenuiser le stress, d'abaisser notre niveau de stress, c'est d'être dans un endroit qui nous plaît. C'est d'être dans un environnement qui est agréable. Bien sûr que le fait que ce soit esthétique, le fait qu'on s'y sente bien, ça va nous aider à nous détendre et donc à ne plus être stressé. Donc, créer un environnement qui vous convient. Si vous faites un podcast, comme moi, moi je me suis créé un studio de podcast. Un studio, quand je dis un studio, c'est une pièce chez moi. Hein. Je me suis créé un studio de podcast qui me plaît parce que il est décoré avec des couleurs qui me plaisent, avec des éléments qui me rassurent, qui me font dire que je suis au bon endroit. Mettez des plantes si ça vous aide, mettez du bois si ça vous aide. Moi, je sais que je suis très sensible au bois, je trouve que ça m'apporte, je ne sais pas pour vous dire pourquoi, hein, mais c'est comme ça m'apporte une certaine sérénité, ça tombe bien, dans ma maison, il y a des poutres en bois de 300 ans absolument partout, formidable. Trouvez la déco, trouvez les éléments qui vont vous apaiser, trouvez l'environnement qui va vous rendre plus serein. Une troisième technique, c'est d'établir des routines, les fameuses routines d'écriture, des habitudes. Et alors, j'ai trouvé la routine de Bruno Mazur. Bruno Mazur, vous le connaissez, hein, c'est le journaliste. Et puis, il écrit un article justement sur ce syndrome de la page blanche, hein, quand j'ai fait quelques recherches, parce que tout ça ne sort pas que de ma tête, hein, évidemment. Et j'ai trouvé ça assez intéressant, Bruno Mazur. Alors, cet article-là, il est plus orienté, bien sûr, vers les journalistes ou vers les écrivains. Mais je trouve que ça s'applique parfaitement aussi à la création de contenu au sens marketing du terme. Hein. Lui, ce qu'il dit, c'est pour éviter justement de se retrouver coincé, il faut avoir des habitudes, il faut avoir une routine, on ne se pose pas de questions, bim bam boum, on y va, c'est fait comme ça. Et il donne une routine en 3 étapes. Première étape, prévoir des temps d'écriture. En gros, si c'est pas dans mon agenda, je le ferai pas. Donc,
prévoyez des temps qui sont positionnés dans votre agenda où vous avez dit, eh bien, le lundi de 9h30 à 12h30, j'écris. Je ne fais pas autre chose, je ne lis pas mes mails, je ne réponds pas au téléphone, je ne suis pas sur les réseaux sociaux, j'écris, je produis du contenu. Là, c'est intéressant, c'est comme ça, il n'y a pas à se poser de questions, c'est marqué dans l'agenda. On dit souvent, ce qui n'est pas marqué dans l'agenda n'arrivera pas. Eh bien, marquez-le dans l'agenda pour que, eh bien, vous écriviez. Deuxième étape de cette routine de Bruno Mazur, c'est de planifier des objectifs. Sachez ce que vous allez faire. J'ai décidé d'écrire un article de blog. J'ai décidé d'écrire 2 textes pour LinkedIn. J'ai décidé de créer un carrousel. J'ai décidé de... Voilà. Vous comprenez que si vous avez des objectifs clairs, palpables, concrets, ça va être beaucoup plus simple de vous mettre dans l'action. Et puis, troisième étape, faites des recherches. N'oubliez pas l'étape recherche. Je vous le disais à l'instant, j'ai fait pour créer cet épisode sur le syndrome de la page blanche, bien sûr, j'ai fait quelques recherches. Je suis allée sur Google, je suis allée chercher des articles qui parlent de ce sujet. Et puis voilà, ça m'a permis de me donner des idées, des angles et des outils comme ici, cette fameuse routine d'écriture de Bruno Mazur. Allez faire des recherches, ça va ouvrir votre champ des possibles. Et encore une fois, les idées des autres vont vous donner d'autres idées. Donc, extrêmement intéressant d'aller s'informer. Puis, très sincèrement, si on crée du contenu, vaut mieux qu'on se soit informé avant. Bien joli de parler de ce qu'on connaît, mais peut-être qu'on peut aussi apprendre des choses. Autre conseil qu'on peut prendre pour éviter ce syndrome de la page blanche, on l'a dit, c'est souvent une histoire de confiance en soi. On peut peut-être se donner des petits trucs pour travailler sa confiance en soi. Alors, bon, si vous n'avez pas confiance en vous globalement, c'est évidemment pas en 2 secondes qu'on va régler le sujet. Mais sans aller sur quelque chose d'extrêmement critique, on a tous à un moment donné un petit doute sur est-ce que je suis au niveau, est-ce que c'est bien ce que je fais, etc., etc. Moi, ce que je fais, je l'ai dit souvent ici, mais vraiment ça fonctionne, c'est extrêmement simple. Et quand on crée du contenu, on arrive très vite à avoir ce contenu-là, justement. Quand on crée du contenu, on le crée pour des personnes. Et ces personnes, elles récupèrent ce contenu gratuitement. Là, on parle de contenu qu'on propose gratuitement sur les réseaux sociaux ou sur un blog, un podcast, une chaîne YouTube, ce que vous voulez. Les personnes qui consomment votre contenu, eh bien, certaines d'entre elles, évidemment pas tout le monde, mais certaines de ces personnes vont faire l'effort de vous contacter pour vous dire que ce contenu les a aidés, qu'il leur a été utile, qu'il est intéressant, pour en fait vous féliciter du travail que vous faites. Pourquoi est-ce que ces personnes font ça ? D'abord parce qu'elles sont sympas, qu'elles savent très probablement que ça demande de l'énergie, beaucoup d'énergie bien souvent, de la conviction, de l'engagement, et qu'elles veulent saluer cet élément-là. Et puis aussi parce qu'elles sont confrontées au biais de réciprocité. Qu'est-ce que c'est que le biais de réciprocité ? Normalement, les choses doivent être équilibrées. C'est comme ça que fonctionne notre cerveau, c'est comme ça d'ailleurs que fonctionnent aussi nos sociétés en général. Les choses doivent être équilibrées. Tu me donnes quelque chose, je vais te donner quelque chose en retour. Bon, ça se fait un petit peu inconsciemment. Mais là, vous venez de donner, avec votre contenu, de l'information, du divertissement, en tout cas, voilà, du contenu. Eh bien, les personnes qui ont apprécié votre contenu vont se sentir non pas en infériorité, mais en décalage. Elles ne vous ont rien donné. Et le fait de vous envoyer un message pour vous dire merci, c'était vraiment super intéressant, continue comme ça, c'est top ce que tu fais, eh bien c'est une façon pour elles de remettre l'équilibre. Et effectivement, ça sert à quelque chose. Ces messages-là, j'en profite pour remercier toutes les personnes qui m'ont, sur les 5 dernières années, envoyé ce type de message. Ça booste énormément. Ça a une vraie valeur, je vous assure. Je ne dis pas comme ça parce que ça fait bien. Non, ça a une vraie valeur parce que quand on crée du contenu, ou de façon d'ailleurs en général, mais c'est vraiment vrai, quand on crée du contenu, on a plein de moments où on ne se sent pas légitime, on n'a pas confiance en soi, on se dit que ce qu'on fait c'est nul. Dans ces moments-là, vous reprenez ces messages. Moi, j'invite tout le monde à enregistrer tous ces messages systématiquement dans un document facile à retrouver. Regardez ces messages, vous scannez, vous n'êtes pas obligé de tout relire à chaque fois, vous scannez et vous allez voir, ça va vous donner la patate et vous verrez, c'est écrit. Ce n'est pas inventé, les gens vous le disent, ce que vous faites est bien, ce que vous faites est intéressant, ce que vous faites aide, ce que vous faites fait avancer les autres. Donc allez-y, produisez, ayez confiance en vous, ce que vous faites est formidable. Et puis allez, je vous donne un dernier tip, si vraiment malgré tout ça, vous n'y arrivez pas, vous ne savez pas de quoi parler, vous ne savez pas comment faire, vous ne savez pas comment démarrer,
Eh bien, travailler comme Léopold Sédar Senghor. Alors, qui est Léopold Sédar Senghor? C'est un grand écrivain de la négritude. Accessoirement, il a été président du Sénégal. C'est un formidable écrivain. Je m'en souviens encore, j'ai passé l'oral du bac français sur une œuvre de Léopold Sédar Senghor, Congo en l'occurrence. Sublime. C'est un grand poète qui travaillait avec l'écriture automatique. Qu'est-ce que c'est que l'écriture automatique? Eh bien, vous arrêtez de penser. Vous arrêtez d'être dans votre schéma de pensée rationnel où il faut avoir une introduction, partie A, partie B, partie C, une conclusion, etc., etc. Il faut avoir une grammaire, un lexique, etc. On s'en fiche. On s'en fiche. On rentre dans un système où on essaye de ne plus réfléchir. C'est pas toujours facile, hein, mais on essaye de ne plus réfléchir. On prend un stylo et on écrit, sans réfléchir, tout ce qui nous vient par la tête, sans aucune notion de blocage, d'arrêt, de quoi que ce soit, et de se dire qu'on veut écrire quelque chose sur un thème particulier. Pas du tout. On laisse les idées venir à nous. On laisse notre inconscient parler. Ultra intéressant. Il faut le faire un certain temps pour que des idées intéressantes sortent, mais vous allez voir que votre cerveau va se libérer et à un moment donné va coucher des idées extrêmement intéressantes. Vous aurez beaucoup de déchets aussi, mais vous aurez des idées extrêmement créatives. Léopold Sédar Senghor, Congo, je vous le recommande. Voilà, je vais arrêter sur cette note littéraire, cet épisode sur le syndrome de la page blanche et la création de contenu. Je le redis, la création de contenu maintenant, c'est un incontournable du marketing. Vous n'avez plus le choix. Que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit sur un blog, un podcast, une chaîne YouTube, des emails, où vous voulez, mais la création de contenu est absolument essentielle et donc il y a malheureusement des chances qu'à un moment donné vous vous retrouviez face à ce syndrome de la page blanche. Eh bien reprenez ces conseils pour essayer de le casser, de le débloquer et d'aller de l'avant parce que c'est de commencer qui va vous permettre de trouver les bonnes idées. Je vous résume très vite ce que c'est que ce syndrome de la page blanche et comment on en sort. Syndrome de la page blanche, si vous voulez briller en société, lococélophobie. Eh bien, qu'est-ce que c'est? C'est un syndrome qui nous vient du stress, du manque de confiance en soi, de vouloir bien faire, d'être très exigeant avec soi-même ou alors d'avoir de la pression de l'extérieur qui nous bloque, qui nous empêche finalement de créer, de commencer à écrire et de produire. Comment est-ce qu'on peut le dépasser? Première chose à faire, allez trouver de l'inspiration. Vous pouvez en trouver avec des newsletters, les réseaux sociaux, les questions que vos clients vous posent ou alors demander à votre communauté ce qu'elle souhaite avoir comme contenu. Vous pouvez aussi recycler du contenu que vous avez produit précédemment en le présentant sous un nouvel angle ou en approfondissant un point en particulier. Et puis, vous pouvez faire des listes de formats, de types de formats que vous utilisez régulièrement dans votre contenu. Je vous donne des exemples sur ce que moi j'utilise, mais c'est vraiment à adapter à ce que vous produisez. Typiquement, je vais avoir des contenus informatifs, des contenus comparatifs, des résumés de livres, des tutos, des revues de presse, des interviews. Et si vraiment vous n'arrivez pas à trouver des angles qui vous permettent de travailler tout ça, allez sur l'outil Answer Socrate, il va vous en donner par dizaines. Ensuite, on l'a dit, ce syndrome de la page blanche, c'est quand même un syndrome lié à des obstacles psychologiques. Alors, comment est-ce qu'on peut faire pour faire sauter nos verrous psychologiques? Eh bien, une première façon de faire, c'est de ne pas regarder la peur, mais de regarder l'envie. Il y a une raison pour laquelle vous avez décidé de créer du contenu, vous avez eu envie de le faire, allez regarder votre pourquoi, ça va évidemment vous aider. Une autre façon de faire, c'est de se créer un environnement agréable qui va être propice à la création parce que la création ne vient pas, ou en tout cas vient moins bien ou plus rarement, dans le stress. Donc, créez un environnement qui va vous apporter sérénité, joie, plaisir, qui va vous être agréable. Ensuite, on prend la routine d'écriture de Bruno Mazur. La routine d'écriture de Bruno Mazur, c'est 1. Se prévoir des temps d'écriture, il faut être un petit peu organisé. Planifier des objectifs, des choses concrètes, on sait ce qu'on fait, ce qu'on a à faire, comment faire. Et 3, faire des recherches. Les recherches vont nous aider à travailler de façon plus construite. Ensuite, bien souvent, on l'a dit, c'est notre confiance en nous qui est mise à mal avec ce syndrome de la page blanche. Une très bonne façon de stopper un autre syndrome, le syndrome de l'imposteur, c'est de regarder tous les messages ultra positifs et de remerciements qu'on a reçus de notre audience en faisant justement de la création de contenu. Donc, c'est important qu'on en fasse, c'est important qu'on crée et on fait bien de le faire.
Et puis dernière chose, si vous voulez tenter la méthode Léopold Sédar Senghor, un grand écrivain et poète, eh bien, travaillez l'écriture automatique, laissez-vous aller, ne pensez à rien, laissez votre subconscient écrire pour vous, vous regarderez ça à tête reposée après coup et vous verrez qu'il y aura certainement des idées très créatives. Si vous avez aimé cet épisode et si vous voulez bien en savoir plus sur le podcast du marketing, je vous invite à rejoindre la newsletter du podcast du marketing. On est environ 10 000 toutes les semaines. C'est en général un email par semaine. Vous y retrouverez l'épisode de la semaine. Vous y retrouverez tous mes cadeaux bonus directement dans votre boîte mail, mais aussi mes bons plans, les événements parfois auxquels j'ai accès et puis eh bien, les coulisses du podcast du marketing, de ma vie d'entrepreneur. Je ne partage ça que sur ma newsletter. Pour rejoindre la newsletter du podcast du marketing, c'est très simple, il suffit d'aller sur lepodcastdumarketing.com/newsletter ou de cliquer dans le lien sur les notes de l'épisode. Je vous dis à très vite.